Il s'interrompit net, se pencha en avant. Nuage de poussière droit devant, sire. Je vois, Gurney. C'est ce que nous cherchions, dit Keynes. Paul se redressa et aperçut le nuage jaune qui roulait à la surface du désert, à quelque 30 kilomètres devant eux. C'est une des chenilles de votre usine, reprit Keynes. Elle est en surface, ce qui signifie qu'elle travaille sur l'épice. Ce nuage est formé par le sable qu'elle rejette après l'avoir centrifugé pour en extraire l'épice. Il n'existe pas de nuage semblable. J'aperçois un engin aérien au-dessus, dit le duc. Il y en a 2, 3, 4, fit Keynes. Ce sont des guetteurs. Ils attendent le signe du ver. Le signe du ver? En s'avançant sur la chenille, le ver crée une vague de sable en surface. Mais il arrive aussi qu'il se déplace trop profondément pour que la vague soit visible. C'est pour cela que les guetteurs sont munis de sondes sismiques. Keynes examina le ciel. Je ne vois pas l'aile portante qui devrait être à proximité. Et le ver finit toujours par arriver, demanda Alec. Toujours. Paul toucha l'épaule de Keynes. Quelle est l'étendue du territoire de chaque ver? Le planétologiste fronça les sourcils. Ce jeune garçon ne cessait de poser des questions d'adulte. Cela dépend de sa taille. Dans quel rapport? Demanda le duc. Les plus grands peuvent parfois contrôler un territoire de 300 ou 400 km². Les petits, il se tut brusquement, comme le duc lançait les fusées de freinage. L'ornie se cabra, tandis que mourait le chuchotement des fusées de queue. Les ailes creuses se déployèrent et commencèrent à brasser de l'air. L'appareil prit toute son envergure véritable d'ornithoptère. Le duc le redressa tout en maintenant le battement des ailes à un rythme lent. Il tendit la main gauche vers l'est, au-delà de la chenille. Est-ce le signe du ver? Keynes se pencha et regarda au loin dans la direction indiquée. Paul et Alec l'imitèrent. Paul remarqua que les appareils d'escorte, surpris par la manœuvre, avaient poursuivi leur route. Maintenant seulement ils revenaient vers eux. La chenille était encore à 3 kilomètres. Dans la direction que désignait le duc, entre les croissants d'ombre des dunes qui couraient vers l'horizon, se déplaçait une sorte de monticule, une crête mouvante de sable. Cela rappelait à Paul l'onde, le sillage que produisent les gros poissons en frôlant la surface de l'eau calme des rivières. Un ver, dit Keynes. Un gros. Il se retourna, saisit le micro sur le tableau de commande et le régla sur une nouvelle fréquence. Les yeux fixés sur les cartes au-dessus d'eux, il lança « J'appelle chenille en delta Ajax 9, signe du ver. Chenille en delta Ajax 9, signe du ver. Répondez, s'il vous plaît. » Il attendit. Le haut-parleur grésilla, puis une voix retentit. « Qui appelle delta Ajax 9, terminé. » Il semble prendre cela plutôt calmement, dit Alec. Vol non enregistré, répondit Keynes. Nord-est par rapport à vous. Distance environ 3 km. Signe du vert en interception. Contact dans 25 minutes environ. Une voix nouvelle se fit entendre dans le haut-parleur. Ici contrôle guetteur. Observation confirmée, prêt au contact. Un silence, puis... Contact dans 26 minutes. Le calcul était précis. Qui se trouve à bord de l'appareil non enregistré? Terminé. Alec fit sauter son harnachement et s'interposa entre Keynes et le duc. Keynes, est-ce la fréquence normale de travail? Mais oui, pourquoi? Qui pouvait nous entendre? Les équipes de travail, c'est tout. À nouveau, le haut-parleur grésilla avant que la première voix reprenne. Ici Delta Ajax 9, qui a droit à la prime? Terminé. Alec regarda le duc. Celui qui donne le premier l'alerte a le droit à une prime proportionnelle à la récolte d'épices. Ils veulent savoir. Dites-leur qui a vu le premier ver, dit Alec. Le duc acquiesça. Keynes hésita, puis reprit le micro. Prime de guet au duc Leto Atreide. Duc Leto Atreide. Terminé. Aucune intonation ne perçait dans la voix partiellement déformée par une vague de parasites lorsqu'elle répondit. Compris. Merci. Maintenant, ordonna Alec. Dites-leur de diviser la prime entre eux.
Dites-leur que c'est le désir du duc. Keynes inspira profondément, puis obéit. Le duc désire que cette prime soit divisée entre tous. M'avez-vous compris? Terminé. Compris. Et merci. J'ai oublié de vous dire, fit le duc, que Gurney est également doué pour les relations publiques. Keynes se tourna vers Halleck avec une expression perplexe. Ainsi, les hommes sauront que le duc est préoccupé par leur sécurité, dit Halleck. On se le répétera. Nous étions sur une fréquence locale, il est peu probable que des agents Harkonnen nous aient entendus. Il leva les yeux vers les appareils de couverture. Et nous représentons une force appréciable. Le duc inclina l'ornie dans la direction du nuage de sable de la chenille. Et maintenant? Une aile portante devrait arriver et emporter la chenille, dit Keynes. Et si elle s'est écrasée? Demanda Halleck. C'est une perte de matériel, dit Keynes. Rapprochez-vous de la chenille, monseigneur, vous allez trouver cela intéressant. Le duc s'absorba dans les commandes comme l'appareil pénétrait dans la turbulence d'air qui environnait la chenille au travail. Paul regarda en bas. Le monstre de plastique et de métal continuait de cracher le sable. C'était comme un grand scarabée bleu et brun, dont les pattes multiples étaient de larges chenillettes. Une gigantesque trompe à l'avant, plongée dans le sable sombre. À en juger par la couleur, cet endroit est riche en épices, dit Keynes. Ils vont poursuivre le travail jusqu'à la dernière seconde. Le duc fournit de la puissance aux ailes qui accentuèrent encore la lente plongée de l'ornie qui tournait autour de la chenille. D'un coup d'œil, il s'assura de la présence des autres appareils. Paul observa un instant le grand nuage jaune qui s'échappait des évents de la chenille, puis il reporta son regard sur le sillage du verre, de plus en plus proche. « Est-ce que nous ne devrions pas les entendre appeler le portant ?» demanda Halleck. « En général, ils utilisent une autre fréquence. »« Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir 2 portants par chenille ?» demanda le duc. « Il y a bien 26 hommes dans cette machine, sans compter tout le matériel. »« Vous n'avez pas assez d'équipe, » commença Keynes. Puis il s'interrompit. Une voix furieuse lançait dans le haut-parleur. « Vous ne voyez pas l'aile? Elle ne répond pas !» Il y eut un torrent de craquements, puis un signal sonore. Le silence, et la première voix se fit entendre à nouveau. « Au rapport, dans l'ordre, terminé !»« Ici, contrôle guetteur. La dernière fois que j'ai aperçu l'aile, elle était très haut vers le nord-ouest, je ne la vois plus, terminé. Guetteur 1, négatif, terminé. Guetteur 2, négatif, terminé. Guetteur 3, négatif, terminé. » Silence. Le duc regarda en bas. L'ombre de l'ornie passait juste sur la chenille. Il n'y a que 4 guetteurs, n'est-ce pas? Exact, dit Keynes. Nous disposons en tout de 5 appareils plus grands. Chacun d'eux peut prendre 3 hommes de plus à son bord. Quant aux guetteurs, ils parviendront bien à s'arracher au sol avec 2 hommes en surcharge. Paul fit mentalement l'addition. Cela nous en laisse encore 3. Mais pourquoi n'y a-t-il donc pas 2 portants par chenille? Aboya le duc. Vous n'avez pas assez d'équipement en réserve, dit Keynes. Raison de plus pour protéger ce que nous avons. Le duc prit le micro, puis hésita, le pouce au-dessus du bouton de contact. Comment ont-ils pu ainsi perdre de vue un portant? Ils concentrent surtout leur attention sur le sol pour les signes du verre, dit Keynes. Le duc appuya sur le contact. Ici votre duc, lança-t-il. Nous allons nous poser pour prendre l'équipage de Delta Ajax 9. Que tous les guetteurs nous imitent. Qu'ils se posent sur le côté est, nous nous poserons à l'ouest. Terminé. Il passa sur sa fréquence personnelle de commandement et répéta ses ordres pour les ornies de l'escorte avant de rendre le micro à Keynes. Celui-ci repassa sur la fréquence locale. Une voix jaillit aussitôt du haut-parleur. « Presque complet d'épices. Nous avons un chargement complet d'épices. On ne peut pas laisser ça à ce satané vert. Terminé. »« Au diable l'épice !» lança le duc. Il reprit le micro. « Nous trouverons toujours de l'épice. Nos appareils ne peuvent emporter que 23 hommes en tout. Tirez la courte paille ou décidez vous-même quels sont ceux qui resteront, mais vous êtes évacués. C'est un ordre !» Il reposa violemment le micro entre les mains de Keynes, vit sa grimace de douleur et dit « Excusez-moi, combien de temps nous reste-t-il » demanda Paul. « 9 minutes, répondit Keynes. « Cet appareil est plus puissant que les autres, dit le duc. En décollant avec les fusées et en mettant les ailes aux 3/4, nous pourrions prendre encore un homme de plus. » Le sable est mou, dit Keynes. Avec 4 hommes de plus, nous risquons de casser les ailes en décollant avec les fusées, sire, fit remarquer Halleck.
Pas avec cet orni. Le duc se pencha sur les commandes. L'orni s'approcha de la chenille dans une dernière glissade. Les ailes se redressèrent, et l'appareil vint se poser à 20 mètres de la chenille. Celle-ci était maintenant silencieuse. Le sable ne jaillissait plus de ses évents. Il n'en émanait qu'un faible ronflement mécanique qui se fit plus net lorsque le duc ouvrit la porte. Immédiatement, leurs narines furent assaillies par la senteur de cannelle, lourde, pénétrante. Les guetteurs se posèrent sur le sable de l'autre côté de la chenille, avec un claquement sonore. L'escorte du duc vint se ranger en ligne derrière lui. Paul contemplait l'énorme chenille usine, auprès de laquelle les ornithoptères semblaient de minuscules moustiques dans le sable, auprès d'un monstrueux scarabée. « Gurney et Paul, jetez ce siège dehors !» dit le duc. Il déploya à la main les ailes jusqu'aux 3/4, en régla l'angle et vérifia les contrôles des fusées. « Pourquoi diable ne sortent-ils pas de cette machine ?»« Ils espèrent encore que l'aile portante va apparaître, » dit Keynes. « Il leur reste quelques minutes. » Son regard était fixé sur l'est. Ils l'imitèrent et ne décelèrent aucun signe de l'approche du ver, mais l'air était lourdement chargé d'anxiété. Le duc reprit le micro et passa sur la fréquence de commandement. « Que 2 d'entre vous se débarrassent de leur générateur de boucliers. Ils pourront ainsi prendre un homme de plus chacun. Nous ne laisserons personne à ce monstre. » Puis, repassant en fréquence locale, il hurla. « Alors, Delta Ajax 9, dehors, tous, immédiatement. C'est un ordre de votre duc, en vitesse ou je découpe cette chenille au laser. » Une écoutille s'ouvrit à l'avant de l'usine, une autre à l'arrière, une troisième au sommet. Les hommes commencèrent à sortir, glissant et trébuchant dans le sable. Le dernier à quitter la chenille fut un personnage de haute taille en robe de travail. Il sauta sur une des chenillettes, puis, de là, dans le sable. Le duc accrocha le micro au tableau de commande et surgit au dehors. Debout sur l'aile, il ordonna. « 2 hommes par guetteur !» Le grand personnage en robe de travail se mit alors à presser les hommes les plus proches, les entraînant vers l'appareil qui attendait de l'autre côté. « 4 ici !» cria le duc. « Et 4 là-bas !» Il désigna l'orni d'escorte qui se trouvait immédiatement derrière et dont les hommes évacuaient le générateur de bouclier. « 4 autres hommes dans cet appareil, là, et 3 dans les autres. Courez donc, espèce de chien de sable !» L'homme en robe de travail, ayant achevé l'évacuation de l'équipage, s'avança, suivi de 3 autres de ses compagnons. « J'entends le ver, mais je n'arrive pas à le voir, » dit Keynes. Ils l'entendirent alors tous. C'était comme un frottement, un crissement qui se faisait de plus en plus fort. « Quel gâchis !» grommela le duc. Puis les ailes de l'orni commencèrent à soulever des gerbes de sable, et le duc revit soudain l'image des jungles de sa planète natale. Une clairière révélée, l'envol des oiseaux charognards surpris sur la carcasse d'un bœuf sauvage. Les hommes des sables se pressèrent contre l'appareil et commencèrent à monter à bord avec l'aide de Halleck. « Allez, les gars, plus vite !» Paul se retrouva dans un coin, entre ces hommes dont la sueur sentait la peur. 2 d'entre eux avaient des distils mal ajustés au cou, et il classa ce renseignement dans sa mémoire pour une future utilisation. Il faudrait que son père soit plus dur quant à la discipline du distil. Les hommes avaient tendance à se relâcher si l'on ne se montrait pas vigilant pour de telles choses. En haletant, le dernier monta à bord. « Le ver, il est presque sur nous, décollez !» Le duc se glissa dans son siège, fronça les sourcils et dit « Il nous reste encore 3 minutes selon l'estimation de contact. Est-ce exact, Keynes ?» Il ferma sa porte et en vérifia le verrouillage. « Exactement, monseigneur, » dit Keynes, en songeant. « Il a du cran, ce duc. »« Tout est paré, sire, » lança Halleck. Le duc acquiesça et vérifia que les appareils d'escorte avaient déjà décollé. Puis il mit le contact, jeta un ultime coup d'œil sur les ailes, puis sur les commandes, et appuya sur la commande des fusées. La pression du décollage l'écrasa dans son siège, de même que Keynes, Halleck, Paul et les hommes à l'arrière. Keynes observait la façon dont le duc manipulait les commandes de l'orni, doucement, sûrement. L'appareil était maintenant en altitude, mais le duc ne quittait pas ses instruments du regard, vérifiant parfois les ailes d'un coup d'œil, à droite puis à gauche. « Nous sommes chargés, sire, » dit Halleck. « Dans les limites de tolérance de l'orni, » dit le duc. « Tu ne crois pas que je risquerai la vie de mes passagers, Gurney ?» Halleck sourit.
Oh non, certainement pas, sire. Le duc lança l'ornie dans une longue courbe ascendante. Paul, coincé dans un coin, contemplait la chenille immobile dans le sable tout en bas. Le signe du ver avait disparu soudain à 400 mètres, et à présent une sorte de turbulence commençait à se manifester dans le sable, autour de la chenille. Il est dessous, maintenant, dit Keynes. Ce que vous allez voir, peu d'hommes l'ont vu. Tout autour de la chenille, à présent, des gerbes de poussière se mêlaient au sable. La gigantesque machine s'inclina sur la droite. À cet endroit, un grand tourbillon de sable se formait. Il tournait de plus en plus rapidement. À 400 mètres à la ronde, l'air était saturé de poussière et de sable. Et ils le virent. Un large trou apparut dans le désert. Le soleil étincela sur des barres blanches et lisses. Le trou, estima Paul, était à peu près 2 fois plus grand que la chenille. Et sous ses yeux, la machine tout entière glissait maintenant dans ce gouffre ouvert dans le sable. Et le trou se résorba. « Dieu, quel monstre !» murmura un homme. « Toute notre épice !» gronda un autre. « Quelqu'un paiera pour cela, » dit le duc. « Je vous le promets. » La voix de son père était sans expression, et Paul perçut toute la fureur qui l'habitait, et il prit conscience qu'il la partageait. Un tel gâchis était criminel. Dans le silence qui suivit, ils entendirent Keynes qui murmurait « Béni soit le Créateur et son eau, béni soit sa venue et son départ. Son passage lave le monde, qu'il garde le monde pour son peuple. » « Que dites-vous là ?» demanda le duc. Mais Keynes garda le silence. Paul regarda les hommes groupés autour de lui. Leurs yeux étaient tous fixés sur la nuque de Keynes, et tous étaient emplis de frayeur. « Liette !» murmura l'un d'eux. Keynes se retourna et fronça les sourcils. L'homme recula. Un autre fut pris d'une quinte de toux sèche, déchirante. Il haleta. « Maudit soit ce trou infernal !» L'homme de haute taille qui était sorti le dernier de la chenille lança. « Silence, Cos. Tu ne vaux guère mieux que la toux. » Il bougea de façon à pouvoir fixer son regard sur la nuque de Leto. « Vous êtes le duc Leto, je le sais, dit-il alors. C'est à vous que nous devons des remerciements pour nos vies. Avant votre venue, nous étions prêts à les achever ici. »« Silence, homme. Laisse le duc piloter en paix, » grommela Alec. Paul le regarda. Lui aussi avait remarqué les plis qui s'étaient formés sur les mâchoires de son père. Lorsque la rage habitait le duc, il fallait agir tout doux. L'ornithoptère, brisant le vaste cercle qu'il avait suivi jusqu'ici, commençait à s'éloigner de l'endroit où la chenille avait été engloutie. À ce moment, le duc décela un nouveau mouvement dans le sable et il stoppa l'appareil. Le ver avait disparu dans les profondeurs du désert, mais quelque chose bougeait à l'endroit où avait été la chenille. 2 silhouettes apparurent et s'éloignèrent de la dépression, en direction du nord. Elles semblaient glisser sur la surface, soulevant à peine un léger sillage de sable. « Qui est-ce » aboya le duc. « 2 types qui s'étaient joints à nous, sire, » dit l'homme de dune. « Pourquoi n'en a-t-on rien dit ?»« Ils connaissaient les risques, sire, » dit l'homme de dune. « Monseigneur, » intervint Keynes, « ils savent bien qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour des hommes perdus sur le territoire d'un ver. Nous enverrons un appareil de la base. » « Comme vous le désirez, monseigneur, mais il est probable que lorsqu'il arrivera, il n'y aura personne à sauver. »« Nous l'enverrons quand même, » dit le duc. « Ils étaient là quand le ver a surgi, » dit Paul. « Comment ont-ils pu lui échapper ?»« Les distances sont trompeuses, » dit Keynes, « à cause des parois du trou qui sont inclinées. »« Monseigneur, » intervint Alec, « nous brûlons du carburant. Vu, Gurney. » Le duc fit pivoter l'ornie en direction du bouclier. Les appareils d'escorte quittèrent leur position d'attente et se placèrent sur la verticale et sur les flancs de l'appareil ducal. Paul réfléchit à ce que venaient de dire Keynes et l'homme de dune. Il avait perçu les demi-vérités et les mensonges. Et ces hommes, là, en bas, s'étaient enfuis avec une telle assurance. Ils savaient évidemment comment ne pas attirer de nouveau le ver hors des profondeurs. « Des Fremen, » se dit Paul. Qui pourrait se déplacer sur le sable avec autant d'assurance? Qui d'autre pourrait ne pas partager notre terreur? Ils ne sont pas en danger, eux. Ils savent comment vivre ici. Ils savent comment échapper au ver. « Que faisaient des Fremen dans cette chenille ?» demanda-t-il. Keynes se retourna brusquement. L'homme de dune le regarda. Ses yeux étaient immenses, bleus dans le bleu. « Qui est ce garçon ?» Alec vint s'interposer entre l'homme et Paul. « Paul Atréide, »
L'héritier ducal, dit-il. Pourquoi dit-il qu'il y avait des Fremen sur notre machine? Ils correspondent à la description, dit Paul. Keynes se roidit. On ne peut identifier un Fremen d'un simple regard. Il se tourna vers les hommes de Dune. Vous, dites-nous qui étaient ces hommes. Des amis de l'un de nous, simplement, des amis venus d'un village qui voulaient voir les sables à épices. Keynes se détourna. Des Fremen. Les mots de la légende revenaient en lui. Le Lisan al-Gaïb saura percer tout subterfuge. Ils sont morts maintenant, jeune sire, dit l'homme de Dune. Nous ne devrions pas parler d'eux sans courtoisie. Mais Paul percevait toujours le mensonge dans les voix, la menace qui instinctivement avait déclenché les réflexes de Halleck. Il parla et sa voix était sèche. C'est un endroit affreux pour mourir. Sans se retourner, Keynes répondit « Lorsque Dieu ordonne à une de ses créatures de mourir en un endroit précis, il fait en sorte que la volonté de sa créature la conduise en cet endroit. » Leto le regarda et Keynes, répondant à ce regard, se sentit soudain profondément troublé par tout ce qu'il venait de voir. Le duc s'inquiétait plus pour les hommes que pour l'épice. Pour sauver l'équipage de la chenille, il a risqué sa vie et celle de son fils. Il a oublié la perte de cette chenille avec un simple geste, mais cette menace sur la vie des hommes l'a mis en rage. Un tel chef pourrait s'assurer des loyautés fanatiques. Il serait dur à abattre. Et Keynes admit, contre sa volonté, contre ses jugements passés. J'aime ce duc.